Mes grands-parents ont vécu vieux, jusqu'à un âge avancé. Et tout le temps que j'étais chez eux, j'ai eu le temps de les regarder, de les observer, de les admirer en fait. Une des choses qui m'a toujours beaucoup frappée, c'est la façon dont mon grand-père aidait ma grand-mère concernant le chauffage. L'appartement était chauffé au charbon et un charbonnier apportait un lot de charbon pour l'année, chaque année en automne, et ce charbon était stocké dans la cave. En France, la majorité des gens avaient des caves, c'est encore le cas. Et donc on mettait le charbon à la cave, un tas, et il fallait quand même aller le chercher avec des seaux qui étaient assez profonds, spécialement faits pour le transport de ce charbon. Et mon grand-père a continué à porter ce charbon. Il allait à la cave, revenait avec ce seau de charbon qui était très lourd, et ma grand-mère n'a jamais eu à descendre pour aller chercher ce charbon. Et ça me touchait beaucoup parce que je savais que c'était lourd et que c'était sale aussi. Ça salissait, c'était noir. Des boulets, comme on disait. Et mon grand-père a toujours aidé. Une autre chose qu'il faisait, c'est que il aimait beaucoup ma grand-mère, mais il ne lui disait pas. Son amour ne se traduisait jamais en je t'aime, bisous. Au lieu de ça, il restait toujours avec elle, en particulier après le repas. Quand on avait fini de manger, ma grand-mère avait l'habitude de se lamenter. Oh, voilà que les gangsters sont encore passés. Je ne savais pas à l'époque ce que c'était qu'un gangster, mais je me souviens. Alors, bien sûr, il y avait du désordre, c'est normal, des assiettes sales, etc. Alors elle récupérait tout ça et elle le mettait dans l'évier. Il n'y avait pas d'eau chaude et c'était un chauffe-eau avec une lampe pilote et on appuyait sur un bouton et ça s'allumait et l'eau était chaude à ce moment-là et elle lavait la vaisselle et tout le temps qu'elle lavait la vaisselle, mon grand-père est resté assis à la regarder et je crois qu'il fumait la pipe. Il restait là sans rien dire. Il la couvrait de son regard. Il l'aimait. Ses yeux le disaient. Il restait là et quand elle avait fini, tous les deux partaient de la cuisine et allaient s'asseoir au salon, prenaient un livre et lisaient tranquillement. Ils parlaient peu. Je ne me souviens pas vraiment d'une conversation. Ils avaient l'habitude de rester ensemble, mais c'était une atmosphère paisible, tranquille. Je ne les ai jamais vus se disputer. Je pense qu'avant que j'arrive, ou peut-être quand je n'étais pas là, ils parlaient évidemment, ils devaient parler, mais je ne les entendais jamais. Ils faisaient tout ensemble, sauf pendant les séances de musique de ma grand-mère. Et ils ont passé toute leur vie à s'aimer. Ma grand-mère, quand ils se sont mariés, son mari était dans l'armée. Elle aimait la, le chic de l'armée parce qu'il était dans l'élite, dans la cavalerie. Il avait quelqu'un à son service, un aide de camp. Mais à la fin, je pense qu'elle s'est lassée de tous les camps où il allait de temps en temps. Il lui écrivait des lettres, j'ai vu les cartes qu'il lui envoyait, les cartes postales du camp. Mais finalement, elle l'a persuadé de quitter l'armée. Et il est devenu comptable à l'hôpital, je crois, dans la rue. Alors il était souvent à la maison et quand il a pris sa retraite, il a continué à aimer les numéros. Et chaque année, quand ils préparaient leurs vacances, ils faisaient des calculs. Ma grand-mère aimait les bons hôtels, les endroits chics. Alors elle donnait des idées, bien sûr, à son mari. Elle lui disait, j'aimerais qu'on aille à tel ou tel endroit. Et son mari prenait des feuilles de papier
et un stylo. Et il faisait des calculs et des calculs. Tout ce que je voyais, c'était ces numéros qui s'ajoutaient sur la page, qui sautaient comme une toile d'araignée. Et il secouait la tête immanquablement et disait: on n'y arrivera pas, Émilie. Mais finalement, ils allaient bien en vacances. Ils allaient toujours dans des villes d'eau, comme on disait, à Évian, à Vichy, là où les gens de la bonne société allaient passer leurs vacances. Plusieurs fois par jour, on allait au kiosque de l'endroit boire de l'eau minérale, un verre d'eau minérale ici, un verre là. Et le reste du temps, on était libre de son temps et généralement, ils assistaient à des concerts de musique classique. Et ils étaient toujours dans des hôtels chics. C'était un couple que j'ai toujours admiré. C'était mon modèle de mariage. Et même quand mon grand-père est devenu vieux et qu'il a été malade, il avait été opéré de la prostate et on n'avait pas pu lui faire une grande opération parce qu'il était trop âgé. Alors on lui avait mis une sonde et cette sonde avait besoin d'être nettoyée quelquefois. Et ma grand-mère le soignait et il criait parce qu'il avait mal. Et il disait: tu me fais mal, mais elle n'a jamais répondu. Elle n'avait pas d'argument du tout. Elle continuait à le soigner tranquillement. Elle s'est occupée de lui jusqu'à la dernière minute. Et après sa mort, elle a continué à pleurer. Chaque fois que je lui rendais visite de l'université, elle me disait: oh, mon Henri, mon Henri, mon Henri, il me manque, mon Henri. Et je me suis fâchée. Et j'ai commencé à la tarabuster. Je lui ai dit: mais enfin, tu oublies tous tes petits-enfants, hein? Regarde combien on est nombreux. Et on t'aime. Et tout ce que tu fais, c'est te lamenter: mon Henri, mon Henri. Et elle était toujours en deuil et elle refusait de quitter le noir. Jusqu'au jour où je lui achetais une robe d'été, bleu clair, avec des nuages et je ne sais plus encore quoi. J'ai apporté ça et je lui ai dit: bon, c'est fini aujourd'hui. Tu enlèves ta robe noire et tu mets celle-là. Ah, maman! Je lui ai dit: quoi? Mets cette robe. C'est vrai que j'ai toujours été très autoritaire. Alors elle a mis la robe bleue et elle a fini le deuil. Ça, c'était longtemps après. Parce que mon grand-père est mort quand j'avais 15 ans. Et ça, j'avais déjà 19 ans à peu près, quand j'ai décidé de la forcer à finir son deuil. C'était un couple admirable.